Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un livre exceptionnel, d'un auteur tout aussi exceptionnel. Le livre s'intitule L'histoire de John Law et sa première planche à billets qui a ruiné la France et qui continue à ruiner le monde d'aujourd'hui, de l'auteur Pierre Jovanovic. Sigit, cet Écossais célèbre ce calculateur sans égal qui, par les règles de l'algèbre, a mis la France à l'hôpital. Voici la phrase par laquelle commence le livre et je trouve que cette phrase résume plutôt bien le personnage. L'auteur aborde dans un premier temps, avant de commencer les présentations du personnage John Law, les artistes, écrivains et musiciens qui se sont inspirés de l'inventeur de la planche à billets. Comme écrivain, il cite Robert Minton avec son livre John Law, père de la monnaie papier, Winston Glynn avec son livre John Law, financier et homme d'État, fondateur de la Banque de France, Janet Gleason et Claude Koenig qui ont tous deux écrit une biographie de John Law. Il y a aussi l'écrivain allemand Johann Goethe avec sa pièce Faust II, ou encore René Clair avec son film La beauté du diable, basé sur la pièce justement de Faust II. Il y a eu aussi Le Maître et Marguerite de l'écrivain russe Mikhail Bulgakov, les Rolling Stones avec leur célèbre chanson Sympathy for the Devil, et bien d'autres encore, notamment Dancing with Mr. D, dit pour dire évidemment Devil. Même les films hollywoodiens font un clin d'œil à l'héritage de John Law, c'est-à-dire la fausse monnaie, dans le film Percy Jackson, le voleur de foudre, sorti en 2010. Une scène a été tournée de la manière suivante. Les protagonistes s'adressent à Charon afin de le convaincre de les emmener au royaume d'Hadès et son épouse Perséphone. Il leur répond clairement de revenir en tant que mort. En lui tendant des billets de 20, 50 et 100 dollars, aussitôt il brûle au contact de la main de Charon. Alors, voyant que cela ne marche pas, Percy lui offre une poignée de pièces d'or. C'est alors que Charon accepte. Très intéressant. Un autre artiste qui illustre la fragilité prévisible du système, Patrice Servage, qui par son incroyable tableau intitulé Équilibre instable, met en avant justement la fragilité du système monétaire papier menacé par une plume. Il y en a beaucoup d'autres, des artistes, je vous laisse évidemment le plaisir de les découvrir par vous-même en lisant le livre. L'influence de John Law s'étend jusqu'au XXIe siècle. Le parfait exemple est celui d'Enron, la multinationale américaine, qui cumule deux escroqueries du système John Law, la planche à billets et les bilans comptables faussés. Et ils ont tenu leur arnaque pendant 10 ans. 10 ans dans lesquels ils sont passés de 10 milliards de dollars d'actifs à 65 milliards d'actifs. La firme a fait faillite en 24 heures à cause de l'arrogance, l'intolérance, l'orgueil et la cupidité de ses deux dirigeants, Kenneth Lay, son président, et du numéro 2, Jeff Skilling. Et on n'est plus stupéfait lorsqu'on sait que Enron était classée 7e compagnie américaine la plus importante avec Coca-Cola et Microsoft. Elle vendait au monde entier du pétrole, du gaz naturel, de l'eau, du câble, Internet et aussi de l'électricité. Ce qui est encore hallucinant en fait, c'est que la presse a mis 3 ans pour découvrir cette grande arnaque. Cette même presse qui, pendant les 10 ans d'existence d'Enron, avait passé son temps à tresser les lauriers au roi de l'énergie, entraînant les petits porteurs confiants à acheter des actions d'Enron. Alors qu'est-ce que les porteurs? Les porteurs, on appelle les porteurs le propriétaire d'un titre. Des millions de petits porteurs donc furent ruinés, mais pendant ce temps, des cadres dirigeants d'Enron, ceux qui ont monté l'escroquerie, sont partis avec des sommes variant entre 1 et 300 millions de dollars grâce au tour de passe-passe qu'on appelle stock option. Qu'est-ce que le stock option? C'est un système d'options sur achat d'actions réservant un prix préférentiel aux cadres dirigeants de l'entreprise. Toute cette catastrophe n'aurait pas été possible sans l'arrivée dans l'histoire des idées diaboliquement inspirées de John Law qui avec le temps ont façonné les banques centrales actuelles. Mais la même fin les attend que celle de la multinationale Enron. Car le taux d'échec des monnaies papier qui ne reposent pas sur l'or est de 100%. 10 février 2016, la Bank of America, elle qui a largement profité de la planche à billets depuis 2008, s'alarme sur l'utilisation justement de la monnaie de singe. Ce fut la note publiée par Ethan Harris, le chef économiste de la banque. Le paradoxe est là, écoutez bien. Tant que la monnaie frauduleuse détruit la vie des gens, les emplois, les boutiques, commerces et petites et grandes entreprises, ce n'est pas grave. Mais par contre, quand ça touche les banques, là ça devient très très grave, il y a un gros problème.
Mais ce n'est pas tout. Depuis 2008, les banques centrales ont émis pour 12,3 trilliards, c'est-à-dire 12 000 milliards de dollars, de monnaie de singe qui ont servi à racheter des actions, obligations et bons du trésor. Il y a eu aussi le taux négatif en 2016. Il existe 8,3 trilliards de dollars de dette d'État rapportant 0% d'intérêt ou moins. Ce qui veut dire que l'État vous rend une somme moins importante que celle que vous lui avez prêtée. C'est une première dans l'histoire du monde. Commençons par présenter John Law. Qui était-il ? John Law de Lauriston est né à Édimbourg en avril 1671. Sa mère, Jane Campbell, descendait de la célèbre maison du Cal d'Argile. Son père, quant à lui, était orfèvre, l'équivalent de nos jours des banquiers qui font du commerce. Il mourut jeune, laissant une fortune et un héritage de 2 terres en Écosse. John avait à peine 14 ans, mais il reçut une excellente éducation, mais il refusa de suivre les traces de son père, préférant les plaisirs, les voyages et les sciences. Il était beau, grand, sportif et excellait au jeu de pommes, l'équivalent du tennis de nos jours, un sport très à la mode à cette époque en Écosse. John Law était aussi excellent en calcul et les sciences exactes. À 20 ans, il partit découvrir le monde. À Londres, il passa son temps à jouer, à conquérir les femmes et essayer de comprendre le secret du crédit et du commerce. Sa maîtrise du calcul mental l'a mise au service du jeu et gagna des sommes colossales. Ses manières charmantes lui ont permis de tisser des liens avec des gens de haut rang, notamment des lords de la capitale anglaise. Il eut aussi des mésaventures qui lui ont conduit en prison, puis il s'en est échappé. Bien plus tard, il visita la France, puis la Hollande, qui était à l'époque une puissance, dont les vaisseaux sillonnaient toutes les mers du monde. Amsterdam occupait la première place en Europe pour le commerce. Elle possédait une banque, ses caisses étaient inépuisables et son système attisait la curiosité des hommes qui étudiaient le crédit. Pour mieux comprendre son système, John Law fut embauché par cette banque et fut augmenter ses connaissances de commerce. Rentré chez lui en Écosse à 30 ans, il fut frappé par le fossé du progrès entre son pays et celui des autres pays dans lesquels il était. Il vit alors l'Écosse comme un pays pauvre, frappé par l'immobilisme. John Law avait très bien compris que l'or et l'argent possèdent une valeur intrinsèque qui manque au papier. Il avait bien compris qu'un bout d'or, même si ce n'est pas une monnaie, vaut encore comme lingot, ce qui ne vaut plus un morceau de papier qui n'est plus un billet. Le billet de banque papier acquiert donc, grâce aux banques, la même valeur que l'or. C'est à ces conditions seulement que Law le croyait préférable aux métaux précieux pour jouer le rôle de monnaie. Après des comparaisons effectuées sur des différentes situations économiques de plusieurs pays, John Law a considérablement développé ses idées. Il a conçu le plus vaste système de crédit. Il pensa qu'en créant une banque générale qui aurait des succursales dans les villes d'importance secondaire, on pouvait alors étendre les avantages du papier. Ce fut un projet intéressant et fort bien conçu, mais John exigeait la possibilité d'extension de l'usage de papier et croyait à la facilité de le répandre dans les régions les plus reculées. Law constate que les États sous-traitent la perception de leurs revenus à des sociétés qui faisaient des profits considérables. Selon lui, cela était possible de confier à la Banque générale la perception des revenus et d'en réserver ainsi à l'État les bénéfices. Cumulant les bénéfices du crédit comme banque, elle aurait nécessairement un capital colossal qu'elle diviserait en actions entre laquelle se répartiraient ses profits. C'est ainsi qu'elle offre son papier à ceux qui veulent une monnaie circulante et ses actions à ceux qui recherchent des placements avantageux. Voici donc le système imaginé par John Law, un système qui a ramené à un seul unique crédit, le crédit privé et public. Un système qui multiplie les capitaux uniquement en simplifiant leur circulation. Vers l'an 1700, il est temps pour Law de mettre en pratique ses idées et son projet. Il présenta un plan économique à son pays, mais il a été refusé. Par contre, son projet attira sur lui l'attention et le mit en relation avec les personnalités importantes de l'Écosse. Il quitta par la suite son pays pour se rendre à Paris. Il s'adonna de nouveau au jeu et aussi pour promouvoir son projet. Et c'est grâce à ses fréquentations de salons de jeu qu'il fut connaissance et se lia avec le jeune duc d'Orléans qui aimait les esprits inventifs. Mais malheureusement, personne n'était capable de comprendre son projet et les ennemis guettaient John Law à cause de sa position vis-à-vis de Louis XIV et à cause aussi des sommes qu'il gagnait au jeu. Tant et si bien que l'intendant de police Marc-René de Voyer de Paulmy d'Argenson lui donna 24 heures pour quitter Paris.
Louis XIV mort en 1715, l'avènement du duc d'Orléans et l'état déplorable des finances de la France, John Law trouva une occasion pour expérimenter ses propositions. Repoussé sous le vieux roi, Law se flattait maintenant d'être accueilli par le régent. Le duc d'Orléans était doté d'un esprit pénétrant et audacieux. Il s'était occupé de sciences naturelles, de chimie et d'alchimie, à tel point qu'il fut accusé de complicité avec les empoisonneurs. Il admirait aussi John Law et ses idées innovatrices. Alors Law ne fit pas dans la demi-mesure, il proposa la création d'une banque générale qui offrait du crédit à tous, percevant les revenus de l'État et exploiterait les monopoles commerciaux. Au final, son projet fut passé malgré beaucoup de problèmes et des oppositions, et le duc d'Orléans se proposa même d'accepter le titre de protecteur du nouvel établissement. Ses débuts attiraient envers Law les faveurs du public et lui valurent la pleine confiance du régent. Le succès de la banque de John Law allait devenir extraordinaire, avec un fonds de démarrage de 6 millions de livres, soit 48 millions d'euros. Elle put émettre jusqu'à 50 ou 60 millions de livres, sans que la confiance ne fût ébranlée. John Law ne voulait pas s'arrêter là, il songeait à fusionner en un seul établissement la banque, l'administration des revenus publics et les monopoles commerciaux. Un immense territoire a été découvert par un Français dans le Nouveau Monde, le chevalier de La Salle, après avoir pénétré en Amérique par le Haut-Canada, descendit la rivière Illinois. Il se trouva transporté au milieu du golfe du Mexique. Ce fleuve qu'il parcourut n'était autre que le Mississippi. Pour le compte du roi de France, La Salle prit possession de la région et la nomma Louisiane. Une colonie fut établie. John Law, profitant de la disposition des esprits, forma le projet de créer une compagnie qui réunirait le commerce de la Louisiane avec celui du castor au Canada. Le régent lui accorda ce qu'il demandait. 15 mois après la création de sa banque, la nouvelle société fut d'abord nommée Compagnie des Indes occidentales. Elle devait disposer d'une souveraineté sur toute la Louisiane. Dans un premier temps, la Compagnie d'Occident ne suscitèrent pas beaucoup d'enthousiasme, excepté chez les investisseurs qui avaient des billets d'État. Le reste des Français resta de marbre, malgré les merveilles qu'on racontait sur le pays cédé à cette compagnie. Cependant, elle avait contribué à rehausser la confiance dans les papiers d'État. La banque en acheta un certain nombre et plaça son capital de 6 millions de livres, soit 48 millions d'euros, en actions de la Compagnie d'Occident. Chaque jour qui passait, John Law gagnait de l'influence auprès du régent. Mais, rangé par la jalousie, le Conseil des finances remarquait l'influence qu'exerçait John Law, si bien que le président du conseil lui-même, le duc de Noailles, démissionna et fut remplacé par Dargenson, l'ancien chef de police. Homme ferme et habile, mais incompétent dans le domaine financier. Le Parlement aussi était opposé à John Law. Law disait qu'il rendrait la Cour indépendante des parlements en lui évitant de recourir à des impôts extraordinaires. Il disait même qu'il fournirait aux régents les moyens de rembourser les charges de judicature. Les magistrats en ont fait une affaire personnelle et ils décidèrent de détruire le système de John Law. Le Parlement attaque par un arrêt, mais le régent a contre-attaqué, le Parlement se soumit et Law continua ses opérations. D'autres ennemis se manifestèrent avec le temps, notamment les frères Parry. Le duc d'Argenson, jaloux, planifia contre la Compagnie d'Occident. Les frères Parry, connus à l'époque par leur immense fortune pour le succès de leurs spéculations et leur lien avec Voltaire, ils étaient grenoblois estimés. D'Argenson alors s'entendit avec eux secrètement. Les fermes générales, c'est l'ensemble de ces perceptions qu'on abandonnait à des groupes de financiers privés. D'Argenson justement les mit de nouveau aux enchères et adjugé aux frères Parry pour le prix annuel de 48,5 millions de livres. Le capital exigé pour l'entreprise des fermes fut porté à 100 millions, comme celui de la Compagnie d'Occident, et divisé en actions de même forme et de même valeur. Ces actions furent très demandées sous le nom d'actions de l'antisystème. Si la faveur dont jouissait la banque était croissante, les actions de la Compagnie d'Occident ne progressaient pas. Par contre, les actions de l'antisystème étaient très recherchées. Mais John Law ne se découragea pas en convertissant la banque privée en public le 4 décembre 1718. Elle devint Banque Royale et le capital d'origine fut remboursé en espèces aux actionnaires. John Law ne s'arrêta pas là non plus concernant la Compagnie d'Occident en relation avec un grand nombre d'aristocrates attirés par son esprit, sa fortune
et l'espoir de réaliser des profits considérables, il les incitait à acheter des actions en affirmant que leur cours allait grimper rapidement. Lui-même allait se forcer à les acheter au-dessus de leur valeur réelle. On a vu naître ensuite le marché à primes, une prime qui éveilla l'appétit de beaucoup de gens et on s'empressa d'acheter des actions de la Compagnie d'Occident. Le cours monta et frôla la parité avec la valeur réelle. La Compagnie d'Occident absorbera d'autres sociétés bien plus tard. Elle s'appellera Compagnie des Indes. John Law attribua à la compagnie le monopole de commerce sur toutes les mers qui s'étendaient au-delà du cap de Bonne-Espérance. Elle avait aussi le monopole du commerce français en Amérique, en Afrique et en Asie. L'accomplissement des promesses de Law fut rapide. Les statuts restèrent les mêmes. Il lui fut permis d'émettre une nouvelle série d'actions afin de lever les fonds nécessaires. Grâce à un délai accordé et un déboursement de 550 livres, soit 4 400 €, on pouvait se procurer 11 actions au lieu d'une seule et spéculer ainsi avec peu d'argent sur des sommes considérables. On ne pouvait pas souscrire aux nouvelles actions qu'en montant 4 fois autant d'anciennes actions. Il fallut donc se dépêcher de les acheter pour remplir la condition exigée. Petit à petit, elles atteignirent leur valeur réelle, et même plus, du prix de départ qui était de 300 livres. Elles montèrent à 500, 550, 600 et à 750 livres, donc elles montèrent de 150%. Ces secondes actions furent nommées filles pour les différencier des premières. Law était déterminé à détruire l'antisystème et ajouta de nouveaux privilèges et justement, la fabrication de monnaie laissait entrevoir de grands bénéfices à réaliser sur les reventes. On a vu que le régent avait donné l'ordre de refondre le 1 milliard de numéraires existants, c'est-à-dire 8 milliards d'euros, et de le remettre en circulation pour une valeur de 1,2 milliard de livres. Par un nouvel édit du 25 juillet 1719, Law fit attribuer pour 9 ans à la Compagnie des Indes l'administration et la fabrication des monnaies. Celle-ci paya 50 millions de livres, soit 400 millions d'euros, pour ce nouvel avantage. Le régent, peu exigeant et prodigue, avait besoin de cette somme pour les dépenses de l'État et de sa cour. Afin que la compagnie puisse se procurer ces 400 millions, elle reçut l'autorisation de créer de nouveau 50 000 actions de plus au capital nominal de 500 livres, ce qui ne permettait qu'un versement de 25 millions de livres, soit 200 millions d'euros. Law avait désigné sous le nom de filles les actions de seconde génération et petites filles celles de la troisième. Les mêmes précautions avaient été prises pour assurer leur succès. 20 mois furent accordés pour les paiements. Cette fois, il fallait montrer 5 des anciennes actions pour en acquérir une nouvelle. Enfin, on annonça que le registre des souscriptions ne serait ouvert que pendant 20 jours et que, passé ces délais, les actions non souscrites appartiendraient à la compagnie. Ces ruses, toutes nouvelles, provoquèrent la ruée. Les Français coururent souscrire les actions au prix de 1000 livres, soit 8000 €, dont les bureaux de la compagnie. Une circonstance nouvelle contribua grandement à susciter cette frénésie générale. La compagnie annonça qu'elle distribuerait 2 dividendes par an de 6% chacune, ce qui constituerait un revenu de 12%. Quoique très audacieuse, cette promesse n'était pas impossible à tenir. 200 000 actions, première génération, 50 000 de seconde et 50 000 de troisième, soit un total de 300 000. À 500 livres chacune, elles représentaient un capital nominal de 150 millions de livres, soit 1,2 milliard d'euros. Pour verser des intérêts de 12% par an à ce capital, il ne fallait que 18 millions de livres, soit 144 millions d'euros. En arrivé au mois d'août, les actions se négociaient nettement au-dessus de 1000 livres. Ceux qui les avaient acquises à ce prix obtenaient déjà un bénéfice considérable. Mais ceux qui les avaient achetées à 500 livres, et surtout à 300, ce qui était le cas pour les premiers acquéreurs, gagnaient, eux, respectivement 100% et 200%. Les créanciers du Trésor, qui n'avaient acheté les premières actions que pour faire usage de leurs billets d'État et qui étaient tout joyeux de retrouver non seulement la valeur entière d'un capital qu'ils avaient cru perdu, mais en plus de le voir doubler, se dépêchèrent de vendre, réalisant ainsi un bénéfice inespéré. Les spéculateurs plus avisés gardèrent leurs actions et en achetèrent d'autres au lieu d'en vendre. Ils se préparèrent ainsi des fortunes colossales. Entre-temps, entre la rue Saint-Denis et la rue Saint-Martin à Paris, se trouve la rue Quincampoix, qui a toujours été habitée par les banquiers et les trafiquants de papier. On allait donc chez les banquiers de la rue Quincampoix s'informer des cours, négocier des valeurs et spéculer sur les différents effets émis par le Trésor. Depuis que les guerres ruineuses de Louis XIV avaient obligé l'État à recourir au crédit,
on avait assisté à Paris l'apparition de commerçants de papier sur les engagements duquel ils spéculaient. Les mauvais débiteurs produisaient les usuriers, de la même façon que le gouvernement qui ne sont pas ponctuels font naître les agioteurs. Paris regorgeait à cette époque de spéculateurs aventureux, dont certains avaient fait fortune. Les autres attendaient l'occasion de le faire et vivaient d'expédients en prenant leur mal en patience. Les agioteurs étaient partagés. Les uns étaient dans le système de John Law, les autres contre. Parmi eux, l'un des plus importants, un certain Leblanc, avait rejoint les frères Paris pour s'opposer à Law. Le prince de Conti, lui Armand de Bourbon, qui avait d'abord été favorisé dans les souscriptions, mais que Law avait été contraint d'éconduire parce qu'il était devenu trop exigeant, avait lui aussi rejoint les rangs des adversaires de ce qu'on appelait le système. Ils firent une coalition, se procurèrent une grande quantité de billets et vinrent tous en même temps en demander la conversion en espèces. Ainsi fit-il rendre un édit ordonnant une diminution de la valeur en espèces des actions à partir d'un certain jour. Les demandeurs de monnaie métal, refusant de supporter une telle diminution, s'empressèrent de tout rapporter à la banque. Le peuple tout entier se prononça en faveur de Law, et le prince de Conti fit l'objet d'un blâme général. Law voulait enfin terminer son projet en réunissant d'abord les fermes et la Compagnie des Indes, et ensuite en remboursant la dette publique. Il s'agissait de la partie la plus importante et la plus délicate de son plan. De ces deux mesures, la première torpillait l'antisystème et procurait à la Compagnie des Indes l'administration des revenus indirects, tandis que la seconde était promise aux régents et devait débarrasser l'État de charges accablantes. Alors, Law imagina la solution suivante. La compagnie se substituerait à l'État et la totalité de la dette publique serait convertie en actions de la Compagnie des Indes. Son plan était immense et plein d'audace. Il devait permettre à l'État de payer sa dette et d'alléger ses charges annuelles en faisant passer les intérêts de la dette publique de 80 à 45 ou 48 millions de livres, soit 640 millions à 360 ou 384 millions d'euros. Aux 32 ou 35 millions dont le trésor allait être annuellement déchargé devaient s'ajouter en supplément 15 ou 16 millions de profits qu'on enlevait aux fermiers et les bénéfices éventuels du commerce. L'opération consistait donc à rembourser les créanciers avec 3% par an et avec des profits et des monopoles abandonnés jusque-là aux traitants et aux compagnies de commerce. L'intérêt de 3%, ces profits et ces monopoles pouvaient bien produire, comme on le verra bientôt, la somme annuelle de 80 millions de livres, dont les créanciers jouissaient auparavant. Jusque-là, en leur imposant cette modification, on ne commettait aucune fraude à leur encontre. John Law substituait à un crédit usé un crédit tout neuf. Il crée un établissement qui, en cumulant les rôles de banquier, de commerçant et d'administrateur, devait former la puissance financière la plus colossale qui eût jamais existé. C'est alors que John Law a mis son plan à exécution. Mais si ce plan présentait d'incontestables avantages, il demandait les précautions les plus sages pour l'exécuter. Par édit du 27 août 1719, le bail des grandes fermes fut résilié. Elle fut retirée aux frères Paris et adjugée à la Compagnie des Indes. Ensuite, l'ordre fut donné de rembourser en premier les actions de ferme, payées en contrat de rente, puis les billets d'État dont il restait 175 millions, perdant encore 60% et pour finir, toutes les rentes sur l'État constituant un capital de 1,2 ou 1,3 milliard de livres, soit 9,6 ou 10,4 milliards d'euros. Les porteurs de ces divers titres étaient invités à se rendre au bureau du Trésor où les fonctionnaires devaient leur donner un récépissé indiquant la valeur de leur créance en vue de sa liquidation. Ils devaient ensuite présenter ce récépissé au bureau de la Compagnie de Law qui en acquitterait la valeur en argent ou en billets de la banque. Il avait été convenu qu'il serait fabriqué une grande quantité de billets, assez pour opérer ce remboursement, et qu'on les détruirait dès qu'ils rentreraient grâce à la vente des actions émises. Le 13 septembre 1719, Law commença à émettre les nouvelles actions. Il en existait déjà 300 000 qui constituaient le capital nominal de 150 millions de livres, émises les unes au prix de 500 livres, d'autres au prix de 550 livres, et les dernières à 1000 livres. Une nouvelle émission de 100 000 actions fut ordonnée, d'une valeur de 500 livres chacune, et au prix de 5000 livres, ce qui représentait un capital nominal de 50 millions de livres, et une rentrée de fonds de 500 millions de livres. C'était le tiers de ce que la compagnie était tenue de fournir à l'État. Seul le paiement était exigé en argent. L'engouement pour la souscription fut phénoménal. Tout ce qui existait comme capitaux disponibles, qu'ils soient entre les mains des agioteurs ou dans celles des créanciers de l'État, fut investi en souscription.
S'accaparer ainsi des actions n'était pas difficile puisqu'avec 5000 livres, on pouvait souscrire 10 actions au lieu de une. Les créanciers, se voyant privés de leur placement, se plaignaient à juste titre de ne pas avoir la préférence sur toutes les catégories de souscripteurs. Quand il s'aperçut de son erreur, John Law fit rendre le 26 septembre 1719, soit 13 jours seulement après l'ouverture de la souscription, un édit par lequel le paiement des actions ne devait être opéré qu'en billets d'État ou en récépissé pour le remboursement. Cette modalité assurerait la préférence aux créanciers ou bien elle permettait de vendre leurs titres aux spéculateurs à des conditions avantageuses. Mais l'édit arrivait tard et les spéculateurs avaient déjà retenu pour eux une grande partie de la somme émise. La première souscription ayant été remplie en quelques jours, le 28 septembre 1719, John Law en ouvrit une autre de même valeur et aux mêmes conditions que la précédente. La frénésie des souscriptions fut la même, les créanciers pour avoir leur récépissé passaient des jours entiers au trésor. Il y en avait même qui s'y faisaient apporter à manger pour ne pas perdre leur place. Le 2 octobre 1719, soit 4 jours après la seconde souscription, une troisième fut ouverte pour satisfaire toutes les demandes. En tout point identique aux deux premières, l'affluence fut la même au trésor où l'on délivrait les récépissés qu'à l'hôtel de Nevers où l'on recevait les demandes de souscription. Les agioteurs habiles avaient eu déjà 2 occasions de réaliser des bénéfices considérables. Ayant acquis les billets d'État à vil prix, ils s'étaient procuré les souscriptions au prix le plus bas, entre 500 et 1000 livres. Ils les avaient ensuite cédées à 7000 ou 8000 livres, et le 2 octobre, jour de la baisse, ils avaient pu les racheter à 4000 livres, pour les revendre encore à 7000 ou 8000 livres le lendemain. On imagine tout à fait ce qu'ils avaient dû gagner dans ces diverses circonstances. Il ne s'agissait plus de quelques groupes épars que l'on apercevait dans la rue Quincampoix, mais bien une foule compacte occupée à spéculer du matin au soir. Les souscriptions avaient été divisées en coupons transmissibles aux porteurs comme les billets, avec la simple formalité de l'endossement. Dans le courant d'octobre, les actions avaient déjà dépassé 10 000 livres, soit 80 000 euros, et on ne savait où elles s'arrêteraient. Ce n'étaient pas seulement les spéculateurs ordinaires et les créanciers de l'État qu'on voyait rue Quincampoix, c'était aussi toutes les classes de la société confondues qui se repaissaient des mêmes illusions. Toutes les maisons de la rue Quincampoix avaient été transformées en bureaux par les marchands de papier, les locataires ayant cédé leurs appartements et les marchands leurs boutiques. Des maisons dont le loyer s'élevait à 700 ou 800 livres avaient été divisées en une trentaine de bureaux et pouvaient rapporter 50 000 ou 60 000 livres. La spéculation battait son plein, aussi bien sur les loyers que sur les papiers. Un cordonnier qui avait transformé sa boutique en bureau en y installant des tabourets, une table et de quoi écrire gagnait 200 livres par jour, soit 1600 euros. De nombreuses voitures qui attendaient leurs propriétaires bouchaient les rues Saint-Denis et Saint-Martin, les 2 rues situées de part et d'autre de la rue Quincampoix. Aux Parisiens s'étaient joints de nombreux provinciaux et même des étrangers. On comptait surtout des Gascons, des Provençaux et des Dauphinois, tandis que les étrangers étaient des Génois, des Vénitiens, des Genevois, des Juifs allemands, des Hollandais, des Flamands et des Anglais. Beaucoup, par timidité ou ignorance, n'osaient pas jouer eux-mêmes et faisaient jouer à leur place des spéculateurs pleins d'audace formés sous le règne précédent. Les variations étaient si rapides et si énormes que des spéculateurs qui recevaient des actions pour aller les vendre avaient le temps de faire des profits considérables en ne les gardant qu'un seul jour. On pouvait gagner jusqu'à 1 million de livres par jour. Il n'est donc pas étonnant que des valets soient devenus tout à coup aussi riches que leurs seigneurs. On avait donné un surnom à la rue Quincampoix, le Mississippi. Tous les jours, des artisans et de paisibles rentiers se laissaient arracher à leur travail quotidien ou à leur insouciante médiocrité pour s'embarquer sur cette mer orageuse. Leur nombre ne cessait d'augmenter et, au mois de novembre, on était encore en proie aux chimères les plus folles. La France avait donc une véritable adulation pour le financier écossais. La noblesse se bousculait en masse dans l'entrée de ses appartements. John Law avait conservé un train de vie des plus modestes, mais sa femme, moins intelligente que lui, ne savait pas dissimuler son orgueil de parvenu et elle manifestait par son attitude hautaine l'exaspération que lui causaient les assiduités des adulateurs de son mari. Son fils fut même admis à danser avec le roi dont il avait l'âge, tandis que sa fille, à peine 8 ans, donna un bal chez elle.
Les plus brillants représentants de la noblesse réclamèrent l'honneur insigne d'être invités à cette fête donnée par un enfant. Même le nonce du pape y arriva dans les premiers, prit dans ses bras la jeune maîtresse de maison et le couvrit de baisers. Duc et prince demandaient à être fiancés à cette petite fille à peine sortie de l'enfance. Le régent, séduit comme tout le monde, enleva les finances à M. d'Argenson pour les donner à John Law. Et comme ce dernier était protestant, l'abbé de Tensines, Pierre Guérin de Tensines, cardinal archevêque de Lyon et homme politique, il prit une part active au système de Law et fut chargé de sa conversion. De pareils faits donnent une idée de l'influence que l'auteur du système avait acquise en France et en Europe. Bien qu'il ait été doté d'une intelligence supérieure à la moyenne, Paris disait qu'il prenait lui-même part à l'ivresse générale. Il achetait ostensiblement des terres en France et n'essayait pas, par précaution, de se constituer une fortune à l'étranger. Bref, rien n'annonçait qu'il ait prévu sa future et triste destinée. Et un jour, le Mississippi devint l'Himalaya. Le mois de décembre vit l'engouement pour le système atteindre son paroxysme. Les actions avaient fini par monter jusqu'à 18 000 et même 20 000 livres, soit 144 000 et 160 000 euros. Rue Quincampoix, on avait remis de l'ordre, des gendarmes avaient été placés aux deux bouts de la rue et une commission avait été nommée pour juger sommairement les contestations. L'affluence des spéculateurs était croissante. On accourait de partout pour ce rendez-vous général avec la fortune. Les créanciers y apportèrent les sommes reçues de leurs débiteurs, les générales avec la fortune. Les créanciers y apportèrent les sommes reçues de leurs débiteurs, les propriétaires la valeur de leurs terres et de grandes dames celle de leurs diamants. Les Mississippiens commençaient à s'adonner au plaisir et au désordre qui accompagnent les fortunes acquises trop brusquement. Puisque le régent était libéré de ses soucis et que la noblesse se croyait riche, les spéculateurs qui possédaient d'immenses quantités de papier se livraient à toutes les débauches. Dans les magasins de la rue Saint-Honoré, qui regorgeaient d'habitude des plus belles étoffes, on ne trouvait plus rien. Le drap d'or, que l'on voyait porté par toutes sortes de gens, était devenu une denrée extrêmement rare à l'achat. La capitale était parcourue par un nombre incalculable de voitures. Dans les rues Saint-Denis et Saint-Martin, contiguës à la rue Quincampoix, les encombrements dus aux voitures des Mississippiens enrichis étaient tels que les commerçants adressèrent une plainte au régent pour nuisance à leur commerce. Et c'est là que commença le début de la fin. Une situation aussi étrange ne pouvait se prolonger indéfiniment. Avant que John Law ne soit arrivé au bout de son système, avant qu'il ait fait accorder à la Compagnie des Indes les dernières attributions qui lui destinaient et qu'il les réunit à la banque, les actions devaient subir une chute effroyable. La fin du mois de décembre 1719 marqua le terme de cette funeste illusion qui avait duré 3 mois pleins. Un bon nombre de spéculateurs, plus divisés que les autres, ou plus pressés de profiter de leurs richesses, s'entendirent pour se débarrasser de leurs actions. Profitant de l'aveuglement qui poussait une foule de gens à vendre leurs biens immobiliers, ils les achetèrent et donnèrent ainsi l'imaginaire contre du réel. On les vit s'installer dans de magnifiques hôtels particuliers ou sur de superbes terres et étaler des fortunes de 30 à 40 millions de livres, soit 240 à 320 millions d'euros. Ils s'emparèrent également des pierres précieuses, de l'or et de l'argent métal qui s'offraient toujours en de si grande quantité et se nantirent ainsi des valeurs les plus solides en échange des valeurs illusoires qu'ils étaient parvenus à faire accepter à une foule de gogos. Le premier effet de cette soudaine précipitation pour réaliser les actions, ce fut une hausse générale des prix. Le tissu, qui auparavant coûtait 15 à 18 livres l'aune, soit 120 à 144 euros, atteignit le prix de 125 livres, soit 1000 euros. À partir de cet instant, les actions subirent une première baisse. Une inquiétude sourde ne tarda pas à se répandre. Néanmoins, si les Français se méfiaient des actions, on ne se méfiait pas encore des billets. La banque, en effet, n'avait rien à voir avec la compagnie, et jusque-là, leur destin ne semblait pas devoir être lié. Déjà, on portait les billets à la banque pour les échanger contre des valeurs métalliques, et l'énorme réserve que la banque possédait commençait à diminuer ostensiblement. John Law fit alors ce que font en général tous les gouvernements dans les mêmes circonstances, et ce qui leur réussit si mal. Il eut recours aux moyens forcés. D'abord la manière douce. Par édit, il déclara d'abord que les billets de banque vaudraient toujours 5% de plus que les espèces métalliques. Moyennant cette prime, l'interdiction de dépôt d'or et d'argent métal contre des billets à Paris fut levée et on put de nouveau aller à la banque déposer du numéraire pour se procurer des billets.
Cette autorisation était d'un ridicule achevé car personne n'était disposé à échanger de l'argent contre du papier, fût-ce à valeur égale. Puis il employa la manière forte. L'édit stipulait qu'à l'avenir, les espèces d'argent ne pourraient plus figurer que dans les paiements inférieurs à 100 livres, soit 800 euros, et l'or que dans ceux inférieurs à 300 livres, soit 2400 euros. Cela équivalait à donner cours forcé de monnaie aux billets pour les paiements importants, ne subsistant que pour les plus petits. C'était aussi utiliser la force publique pour obtenir un résultat qu'il ne faut attendre que du succès naturel d'une banque. Mais cela a échoué. John Law, malgré tout ceci, persiste en janvier 1720. Il se montra dans la rue Quincampoix en grand costume de ministre et entouré de tout un cortège de seigneurs, pour faire renaître un peu d'enthousiasme et réveilla pour un moment tous les espoirs. Mais toutes ces tentatives ne lui mèneront à rien, et vint alors le tour des billets. Ceux-ci commencèrent aussi à perdre sensiblement de la valeur par rapport aux pièces métal, or et argent. Mais bien que cela soit pour eux une cause réelle de discrédit, la véritable cause de la baisse qui les frappait était l'empressement à réaliser. On voyait bien les commerçants accepter les billets pour des paiements, mais ils se précipitaient immédiatement après les porter à la banque. Ces commerçants ne se contentaient pas de réaliser tout ce qu'ils pouvaient à Paris. Ils envoyaient hors de Paris des masses de billets pour les convertir contre de l'or et de l'argent métal, encore assez abondant dans les caisses des provinces. John Law emploie encore la force. John Law, à bout de ressources, persista à employer des moyens forcés. Afin de calmer la frénésie qu'on avait à se défaire du papier au profit des biens précieux, il promulgua un édit qui interdisait de porter diamants, perles et pierreries. Pour empêcher les réalisations que les marchands de Paris effectuaient dans les provinces, il fit interdire le transport d'espèces d'une ville à l'autre partout où existaient des bureaux de la banque. Il annonça que 3 jours plus tard, elle subirait une dévaluation, les monnaies d'or passant de 900 à 810 livres le mark et celles d'argent de 60 à 54. Il décréta la confiscation des anciennes espèces et ordonna leur refonte. Mais on attendrait avant de les apporter à la monnaie. Les perquisitions au domicile des particuliers étaient même autorisées pour rechercher les contrevenants. Et la chute continua. John Law conçut alors un projet aussi effroyable que criminel, qui avait le défaut de tous les plans qu'on cherche à opposer à la nécessité. Il risquait de tout faire perdre à tout le monde, ne voulant rien sacrifier, mais il décida quand même de soutenir les billets par des moyens forcés et de lier les actions aux billets, au risque, répétons-le, de ruiner les deux à la fois. John Law interdit alors à tout particulier de conserver plus de 500 livres à la fois, en espèces, sous peine de confiscation assortie d'une amende de 10 000 livres. On autorisa les dénonciations et les délateurs devaient recevoir la moitié de la somme confisquée. Une telle mesure engendra immédiatement la souscription et sema le trouble dans les familles. Mais empêcher les Français de dissimuler l'or et l'argent ne signifiait pas qu'on leur interdisait toute autre issue que les caisses de la banque. Leur transformation en meubles d'or et d'argent restait encore possible. Écoutez bien, là c'est vraiment hallucinant. John Law limita alors cette fabrication par une série d'articles qu'il serait utile de lire pour bien comprendre les difficultés dans lesquelles on s'engage quand on adopte les moyens forcés. En revanche, il était désormais interdit de fabriquer en or et en argent des balustres, tables, guéridons, miroirs, chaînets, grilles, garnitures de feu, chandeliers à branches, grillandoles, bras, plaques, cassolettes, paniers, caisses d'oranges, pots à fleurs, etc. Après avoir interdit la dissimulation et la fonte des métaux précieux, et cela pour les obliger à aller à la banque, John Law eut recours à un autre procédé plus condamnable encore, la manipulation monétaire. Par les mêmes édits, il décida d'augmenter la valeur du mark d'argent de 60 à 80 livres, avec l'idée de bientôt le ramener à 60. Au moment de la dévaluation, les possesseurs d'or et d'argent ne manquèrent pas de les ramener à la banque afin de ne rien perdre dessus. Mais dans ce cas, c'est la banque qui devait supporter la baisse et n'attirer du numéraire à elle qu'en lui faisant subir des pertes considérables et en perturbant de plus toutes les transactions par cette variation des valeurs. La valeur du mark étant ainsi augmentée de 60 à 80 livres, le numéraire de la France passait ainsi de 1,2. La Banque royale, la Banque générale de Law, fut enfin réunie à la Compagnie des Indes.
ce qui était la condition essentielle de son projet économique global, mais ce qui n'aurait dû se faire que lorsque la compagnie aurait échappé à toutes les catastrophes, c'est-à-dire une fois que les actions auraient atteint un prix en rapport avec leurs revenus réels. Après cette fusion, Law rendit l'édit du 5 mars 1720 qui renfermait la disposition capitale à laquelle il voulait arriver. Aussi, le même édit précisait qu'un bureau serait ouvert à la banque pour changer à volonté une action contre 9000 livres en billets ou 9000 livres en billets contre une action. Par cette mesure, Law croyait ou faisait semblant de croire qu'il avait définitivement scellé le sort des actions. La valeur des billets étant assurée, selon lui, par les édits qu'il avait rendus, celle des actions l'était aussi par leur conversion facultative en billets. Le système tendait ainsi vers l'un de ces perfectionnements qui consistait à offrir à volonté au public aussi bien un placement avantageux qu'une monnaie courante. Et il eut aussi quelques mesures annexes. Quelques autres dispositions, conséquences obligatoires des précédentes, étaient encore contenues dans le fameux décret du 5 mars 1720. Tous les prêts consentis par la banque sur dépôt d'actions furent résiliés puisque, par la conversion facultative, un nouveau mode de dépôt venait d'être instauré. Les sommes prêtées s'élevaient à 425 millions de livres, soit 3,4 milliards d'euros. Comme beaucoup de souscripteurs d'actions avaient cessé leur paiement, que ce soit parce qu'ils n'avaient pas les moyens de poursuivre ou parce que les créanciers n'apportaient plus leur récépissé à la rue Quincampoix, Law résolut cette difficulté en réunissant plusieurs actions dont le paiement n'avait pas débuté, en une seule entièrement payée. Le changement résultant de ce règlement de compte avec les souscripteurs était qu'une partie des actions restait propriété de la compagnie, tandis que selon les premières conditions, les souscripteurs auraient été obligés de les prendre toutes après les avoir souscrites. D'ailleurs, ces premières conditions étaient devenues illusoires depuis que, par la création du bureau de vente et d'achat, chacun était libre de rapporter ses actions à la compagnie. Les créanciers remboursés de force ne voulaient pas prendre d'actions auxquelles ils ne croyaient plus et ne pouvaient acheter d'immeubles dont les prix avaient explosé. La compagnie obtint la permission de revenir au système des rentes et d'en créer jusqu'à 10 millions avec un intérêt de 2,5%. C'était un placement pour les rentiers qui ne savaient plus comment employer les billets et un moyen pour la compagnie de faire rentrer 400 millions. Tel fut l'ensemble des mesures imaginées par Law afin de retarder une catastrophe qu'il était plus possible d'éviter. À peine le bureau de vente et d'achat fut-il ouvert qu'on s'y précipita en foule. Sur le milliard de billets émis, il en resta 425 millions dus à la résiliation des prêts sur dépôt d'actions. Ces 425 millions à peine rentrés à la banque en sortirent de nouveau pour payer les actions qui lui furent présentées. Elle fut même obligée d'en émettre encore 1 milliard pour satisfaire toutes les demandes, ce qui porta la quantité globale des billets en circulation à 2 milliards. Dans les rues est un diable faisant des bulles de savants qui se mêle aux billets que distribue la fortune, à des bonnets de fous qui tombent en partage à quelques-uns et à des petits serpents qui marquent les insomnies, l'envie, le désespoir et la renommée folle de vent répandant par toute cette contagion. Vint alors le moment où les billets s'effondrent à leur tour, les prix flambent. Dès cet instant, la perte de la valeur du papier et la hausse des prix connurent une accélération jamais vue auparavant. Jusque-là, en effet, les actions n'avaient pu être converties en billets qu'au moyen des ventes volontaires opérées rue Quincampoix. Leur valeur n'avait pu se monnayer que peu à peu et n'était entrée en balance que lentement avec les marchandises, immeubles, propriétés de tout genre, tout ce qui était susceptible d'être acheté. Mais à partir du moment où on permit que les actions soient converties en billets, elles pouvaient toutes être réalisées à la fois. Il y en a eu pour 1,5 ou 1,6 milliard de livres, soit 12 ou 12,8 milliards d'euros de réalisés. Aussi, leur dépréciation fit-elle des progrès effrayants. En fait, ce ne furent plus les actions qui baissèrent, puisqu'il était toujours possible de les convertir contre une somme fixe de billets, ce sont les billets qui le firent à leur place. En février, le papier ne perdait guère que 10% alors que les actions avaient chuté de 50%. Mais après l'édit du 5 mars, les actions cessèrent de baisser tandis que les billets perdirent, eux, entre 40 et 50%. Aussi brutaux et vexatoires qu'aient été les moyens employés à soutenir le papier, ils étaient insuffisants pour lui donner la réalité dont il était privé. Personne ne voulait se servir des billets. Il n'y avait que les débiteurs de mauvaise foi qui les utilisaient pour effectuer leurs paiements. Pour les achats quotidiens, on se servait en cachette de pièces d'or et d'argent et les Français les dissimulaient avec soin afin d'être dispensés de l'apporter à la banque.
Malgré l'interdiction d'en garder chez soi pour plus de 500 livres, soit 4000 euros, et en dépit des incitations à la délation, beaucoup de gens en accumulaient secrètement. Il est vrai que c'était au prix des plus grands angoisses qu'ils osaient contrevenir à la loi. À chaque instant, ils craignaient d'être trahis par leurs domestiques et même par leurs plus proches parents. La plupart enfouirent leur or sous terre et les riches réaliseurs usèrent de tous les artifices pour faire passer leurs richesses en métaux à l'étranger. Une nouvelle partie de notre numéraire métallique sortit donc de France et quoique l'exploitation de devises ne soit pas nécessairement une mauvaise chose, c'en était une cette fois, puisque le numéraire qui quittait la France ne laissait la place qu'à un papier mensonger et à des capitaux chimériques. Si les Français se rendaient encore à la rue Quincampoix, cette fois ce n'était plus pour spéculer sur le rapport entre les actions et les billets. Il y allait pour spéculer sur celui entre le papier et les propriétés mobilières et immobilières. John Law fit interdire tout attroupement dans cette rue en affirmant que puisque les actions avaient un cours fixe, elles ne pouvaient plus être l'objet d'aucun commerce. La foule n'en continua pas moins à s'y rassembler. Alors il lança les archers contre les spéculateurs et ces nouvelles mesures coercitives ajoutaient encore à la haine qu'inspirait le système et son auteur. Un événement affreux vint encore augmenter la panique générale. Au milieu de ce délire de cupidité qui s'était emparé de tous les esprits, de jeunes nobles complètement détraqués et à qui la spéculation n'avait pas réussi avaient fait le projet de voler ce qu'ils n'avaient pas su gagner. Ils montèrent à temps appris un complot consistant à se jeter l'épée à la main sur les spéculateurs réunis dans la rue Quincampoix pour voler leur portefeuille. Un crime commis avant l'exécution du complot avorta heureusement ce projet. Le comte de Horn, un jeune aristocrate libertin, s'associa avec 2 de ses compagnons de débauche pour kidnapper un riche spéculateur. Ils le conduisirent dans un cabaret sous le prétexte d'y conclure un marché de papier. Là, ils l'assassinèrent d'abord et le dépouillèrent ensuite. Dans un premier temps, ils parvinrent à s'échapper, mais poursuivis par les cris des clients qui se trouvaient là, furent rattrapés et avouèrent leur crime. Le comte de Horn subit donc le supplice de la roue. Law démonétise l'or et manipule les monnaies. Empilant mesures répressives sur mesures répressives, John Law en arriva à interdire la circulation de l'or sous prétexte qu'il était un rival infiniment plus dangereux pour le papier que l'argent. Chaque jour, la situation empirait. L'émission des billets pour payer les actions présentées à la banque s'était élevée à 2,69 milliards et leur dépréciation se poursuivait. Les créanciers de toute espèce remboursés avec un papier qui perdait plus de 60% de sa valeur se plaignaient d'un vol autorisé par la loi. Dans cette déplorable conjoncture, il ne restait plus qu'une seule mesure à prendre, puisqu'il n'avait pas voulu sacrifier et abandonner les actions pour sauver les billets. Il lui fallait maintenant tout sacrifier à la fois, les actions et les billets, afin de mettre un terme à cette criminelle fiction. Impossible de prolonger le mensonge que constituait cette valeur nominale, qui forçait tous les individus liés par des obligations écrites à recevoir pour 1 ce qui n'en valait que 0,50 ou 0,33. Réduire sur le champ la valeur nominale de l'action et du billet était la seule solution. On ne saurait trop précipiter les sacrifices quand ils sont devenus inévitables. Monsieur d'Argensen, à qui on avait retiré les finances, mais qui était resté garde des sceaux, avait regagné dans l'esprit du régent tout ce que Law avait perdu. Law qui voyait dans cette diminution l'aveu public d'un mensonge à propos des valeurs ainsi qu'une secousse qui allait précipiter la chute du système, s'y opposait de toutes ses forces. Néanmoins, ce fut Monsieur d'Argensen qui l'emporta. Le 21 mai 1720, un édit resté célèbre dans l'histoire du système annonça la dévaluation progressive des actions et des billets. Cette dévaluation prenait effet le jour même de la publication de l'édit et devait se poursuivre de mois en mois jusqu'au 1er décembre. À peine l'édit eut-il été publié que des hurlements effroyables se firent entendre de toutes parts. À la place de dévaluation, on parla de banqueroute. Le public reprocha au gouvernement d'être le premier à jeter le discrédit sur les valeurs qu'il avait lui-même créées, autrement dit, de voler ses propres créanciers, dont un certain nombre venaient d'être remboursés en billets, et cela pas plus tard que la veille. En un mot, on lui reprochait de porter atteinte à la fortune de tous les sujets du royaume de France. On voulut même se rendre au domicile de Law pour vandaliser son hôtel particulier et mettre sa personne en pièces. Aux yeux de la population, John Law fut considéré comme l'auteur de cette mesure qui avait été conseillée uniquement par d'Argensen, et il devint l'objet de toutes les haines. Le Parlement faisait cause commune avec le peuple, crut bon de saisir l'occasion pour provoquer une levée de boucliers. Il se réunit donc le 27 mai afin d'exiger la révocation de l'édit du 21.
Au moment même où le Parlement délibérait, le régent lui envoya un de ses officiers pour lui interdire toute délibération en annonçant la révocation de l'édit. Le régent avait en effet eu la faiblesse de céder à la vox populi. Quand bien même l'édit était mauvais, sa révocation était pire. Déclarer que les actions et les billets possédaient encore leur valeur officielle, c'était comme si on n'avait rien fait du tout. On rétablissait en fait un mensonge avec le soutien de la loi, et sans rendre quoi que ce soit à ceux qui étaient déjà ruinés. On causait aussi à coup sûr la ruine de ceux qui seraient obligés d'accepter les billets pour leur pleine valeur nominale. La mesure du 21 mai, une mesure sage, si elle avait été maintenue, devenait désastreuse dès qu'elle fut révoquée. Elle n'avait eu en effet d'autre résultat que celui de jeter plus rapidement le discrédit sur le système, sans avoir l'avantage de rétablir la vérité quant aux valeurs. Le régent feignit de rejeter sur John Law tous les maux et lui ôta le contrôle général des finances pour donner satisfaction à l'opinion. Malgré la supériorité de son esprit et son courage militaire, il manquait de caractère, se laissait persuader, enleva les sceaux à Dargenson et les rendit à Daguesseau. John Law et le chevalier des Conflans coururent à Fresnes chercher ce dernier qui eut la faiblesse de se laisser ramener par l'auteur de sa première disgrâce. De retour à Paris, il y perdit une partie de sa considération et les affaires de la compagnie n'en allèrent pas mieux. En fait, John Law présidait encore aux opérations financières alors qu'il semblait ne pas le faire. Il fut obligé le 1er juin de donner une première satisfaction au peuple en revenant sur l'interdiction de garder plus de 500 livres en pièces à la fois. C'était la mesure la plus vexatoire du système et celle qu'il était le plus urgent d'annuler. Autrement dit, il fallait revenir à l'ancienne forme de la dette publique après d'affreux désastres et la ruine de milliers de particuliers. La banque qui était dispensée de payer a vu les billets de 1000 livres et 10 000 livres, conformément à la loi interdisant d'opérer en numéraire tout paiement supérieur à 100 livres, était pourtant tenu de rembourser ceux de 100 et 10 livres. Pour cacher le fait que ses coffres étaient vides, elle ne payait que lentement et souvent en monnaie de billon. Elle ouvrait tard et fermait tôt, si bien que posséder des billets de 10 et 100 livres, même en petite quantité, était loin de valoir à posséder du numéraire. Les spéculateurs, eux, cherchaient toujours un lieu de réunion pour vendre et acheter. Chassés de la rue Quincampoix, ils formaient des groupes sur la place Vendôme. Pour assurer une nouvelle rentrée de billets, John Law imagina de faire argent d'un avantage jusque-là négligé. La compagnie avait certains privilèges seulement pour 9 ans et les autres pour 50 ans. Law prépara un édit qui les lui concédait à perpétuité à condition de retirer 600 millions de billets de mois en mois. C'était à elle de choisir un mode plus sûr que les suppléments demandés pour les actions ou les comptes en banque. Cet édit fut présenté au Parlement le 17 juillet. Ce même jour eut lieu un événement des plus graves. Comme nous venons de le voir, la banque n'avait à payer que les billets de 10 et de 100 livres pour un montant d'environ 339 millions. Elle payait lentement et employait toutes les ruses inimaginables pour rendre les paiements plus difficiles. Cependant, ces coffres étant presque vides, il fallut autoriser à ne plus rembourser que les billets de 10 livres. Publié le 17 juillet 1720 au matin, cette autorisation causa une sorte d'émeute. La foule accourut en masse pour réaliser les billets de 10 livres, par crainte de les voir bientôt subir le même sort que les billets de 100 livres. L'affluence fut telle que 3 personnes moururent étouffées. Indigné, le peuple était prêt à se livrer aux pires exactions et menaçait déjà la maison de Law, qui se réfugia au palais royal pour chercher asile auprès du régent. Le peuple survolté l'y suivit, emportant les cadavres des 3 personnes étouffées. La voiture qui venait de transporter Law fut mise en pièces et on craignit même que la demeure du régent ne soit pas respectée. Les portes de la cour du palais royal avaient été fermées et le duc d'Orléans, faisant preuve de beaucoup de présence d'esprit, donna l'ordre de les rouvrir. Aussitôt, le peuple se précipita dans la cour, puis s'arrêta net devant les marches du palais. Le chef de la police nommé Leblanc s'avança au-devant de ceux qui portaient les cadavres et leur dit « Mes amis, allez déposer les corps à la morgue et revenez ensuite chercher votre paiement. » Ces paroles ramenèrent le calme sur le champ. Les corps furent emportés et l'émeute cessa. Au milieu de ces scènes populaires, le Parlement siégeait pour examiner l'édit qui accordait à la compagnie la perpétuité de ses privilèges. La séance était des plus houleuses et de temps à autre des conseillers demandaient à Law avec indécence s'il n'était pas encore mort sous les coups du peuple. Le Parlement apprit avec regret que Law avait pris la fuite et s'était réfugié chez le régent. Il en profita pour refuser d'enregistrer l'édit.
Le lendemain, afin d'empêcher que des scènes semblables ne se reproduisent, on déclara que les bureaux de la banque seraient fermés pendant plusieurs jours. Mais en même temps, pour calmer les esprits, on installa des changes sur les principales places publiques afin qu'il soit possible de convertir une partie des billets de 10 livres. L'eau resta cachée au palais royal afin de se soustraire à un nouveau mouvement populaire et le Parlement fut exilé à Pontoise. Dès cet instant, les mesures se succédaient rapidement pour que le papier soit retiré de la circulation et le système totalement anéanti. Par édit du 30 juillet, le marque d'or fut porté à 1800 livres, le marque d'argent à 120, et l'un et l'autre durent redescendre ensuite de mois en mois au premier prix de 960 livres. Cette mesure, comme toutes celles du même genre, avait pour but de pousser l'argent à rentrer en circulation. Mais si d'une part, elle mettait l'argent et le papier dans un rapport plus vrai, de l'autre, elle ruinait les créanciers qui, ayant signé leur contrat lorsque le marque était fixé à 60 livres, étaient payés lorsqu'il l'était à 120. Il y eut encore d'autres édits afin de retirer le plus tôt possible le papier de la circulation. Ces billets étaient donc condamnés à prendre la forme d'actions sans même avoir la possibilité d'engendrer une amélioration de revenus si les opérations de la compagnie étaient heureuses. Le marché du papier qui avait été transféré de la place Vendôme à l'hôtel de Soissons fut de nouveau fermé. On créa 60 postes d'argent de change destinés à servir d'intermédiaires dans les achats et les ventes et on interdit toute réunion de spéculateurs sur les places publiques. Au cours de ce même mois d'octobre, enfin des mesures draconiennes commencèrent à être prises contre les Mississippiens. On se doutait bien depuis longtemps que le gouvernement, suivant un usage ancien, leur enlèverait par les visas et les chambres ardentes ce qu'il avait acquis par la spéculation. Aussi, une liste des individus connus pour avoir spéculé sur les actions avait été dressée. Une commission extraordinaire inscrivait arbitrairement sur cette liste ceux qui, de notoriété publique, s'étaient enrichis dans le commerce du papier. Ils furent condamnés à venir déposer un certain nombre d'actions au bureau de la compagnie et à en acheter le nombre nécessaire s'ils avaient vendu celles qu'ils possédaient déjà. Un moyen de faire revenir par la force à la compagnie les réaliseurs qu'il avait délaissés. On donna 8 jours aux spéculateurs de bonne foi pour opérer volontairement le dépôt prescrit, afin d'empêcher la fuite des capitaux à l'étranger. Il fut interdit, sous peine de mort, de voyager sans passeport. Enfin, au cours du mois de novembre 1720, soit exactement un an après sa plus grande popularité, le système disparut complètement. Tous les billets furent convertis en rente ou en actions rentières, et toutes les actions furent déposées à la compagnie. On annonça alors un visa général consistant à passer en revue la masse globale du papier afin d'annuler la plus grande partie de celui qui appartenait aux riches spéculateurs. John Law prévoyait que ce visa allait déclencher de nouveaux mouvements de colère, envisagea alors de quitter la France. La haine qu'il inspirait était si violente que depuis la scène de 17 juillet, il n'avait pas osé quitter le palais royal. John Law se retira d'abord sur sa terre de Guermantes et demanda des passeports au duc d'Orléans qui les envoya sans délai. Le duc de Bourbon, qui s'était enrichi grâce au système de Law, crut devoir lui témoigner sa reconnaissance. Il lui donna de l'argent et la voiture de Madame de Prie, avec laquelle il se rendit à Bruxelles, n'emportant avec lui que la somme de 800 louis. À peine eut-il le dos tourné que ses biens, des terres et des actions furent mis sous séquestre. Law avait été imprudent et s'était même montré coupable dans la conduite de son système, mais il était davantage préoccupé par ses idées que par sa fortune. Tandis que les riches Mississippiens avaient acquis des fortunes de 40 et 50 millions de livres, lui, le maître de l'ensemble du système, avait à peine gagné 10 millions. Il les avait placés en France et n'avait rien envoyé à l'étranger, alors qu'il aurait pu puiser à la banque des sommes considérables en espèces. Il ne songea même pas à se procurer de l'argent pour son voyage et dut à pur hasard les 800 louis qui lui servirent à se mettre en route. En fait, ses biens ont été séquestrés sous prétexte de régler ses comptes personnels avec la compagnie, alors qu'il était créancier et pas débiteur. Les frères Paris furent chargés du visa. Il porta sur 2,22 milliards de papiers subsistant du système et consistant en actions ou en billets devenus actions rentières. On examina à quel titre ces effets se trouvaient entre les mains des personnes qui les avaient déposés et on annula ceux qui appartenaient aux nouveaux enrichis, ce qui réduisit la masse totale du papier de plus de 500 millions. La dette de l'État fut ainsi changée pour partie en rente et pour partie en actions. Le capital était à peu près le même qu'avant le système, mais l'intérêt en était très diminué. Le trésor n'avait guère plus de 57 millions de livres.
au lieu de 80 à payer, mais une foule de créanciers avait été complètement ruinée et le crédit se trouvait en aussi mauvais état qu'en 1716. La banque fut supprimée, tandis que la compagnie, privée des fermes, des recettes générales, de tous les revenus de l'État et limitée au commerce d'outre-mer, continua d'exister sous le titre de Compagnie des Indes. Ce fut tout ce qui subsista de la vaste mécanique